Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Tenue de la 21e séance du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement, l'administration travaillera de 8h à 17h, 5 jours par semaine. Veto russe sous Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu et une trêve humanitaire à Alep en Syrie. Bonjour à tous et nous entamons cette édition par les nouvelles du pays, évoquant en premier lieu l'approche de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au Mawlid al-Nabi de cette année 1438 de l'Hégire, qu'on fêtera de la nuit de dimanche à lundi 12 décembre. Dans cette série consacrée à la biographie du prophète Mohammed, le dernier messager de Dieu appelant les gens à la soumission et à l'adoption de la foi islamique, à Da'wat al-Islamiyya, en rappelant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation pour devenir le messager d'Allah à l'âge de 40 ans. Comme précisé dans le verset du Saint-Coran, Dieu l'a ainsi choisi pour devenir son dernier messager sur terre, alors que ce dernier se rendait au Mont Hira, situé à l'est de la Mecque. Et là, il réfléchissait sur la création de l'univers et sa nouvelle mission a débuté alors qu'il avait 40 ans, aux environs de l'an 610 de notre ère. Cette mission s'est poursuivie jusqu'en 632 de l'Hégire. L'humanité était alors assaillie par le doute qui vivait dans la cupidité et les raseries. Et c'est l'ignorance a finalement été guidée vers l'islam que propageait le prophète de Dieu. C'est par la grâce de Dieu le Tout-Puissant que la propagation de la foi islamique a été confiée à Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Il est devenu à travers la lecture des révélations qui lui ont été faites, qui seront rassemblées dans le livre saint, le Coran, l'exemple à suivre. Mais combien périlleuse fut cette mission. Ceux qui voyaient en lui une menace pour leur intérêt lui ont voué une haine terrible et ont juré sa mort. Mais Mohammed fut l'exemple à suivre pour toute l'humanité, car c'était un homme des plus remarquables, un homme doux, patient, courageux, plein de sagesse, de générosité. Il était en outre doté d'une grande intelligence et des millions de personnes à travers le monde et des siècles suivront sa foi et sa divine croyance. Dans un verset du Saint-Coran, il est dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé de Dieu pour sauver l'humanité. Nous t'avons envoyé en miséricorde pour l'univers et c'est l'ange Gabriel qui a été chargé de lui annoncer le premier verset du Saint-Coran, le verset 107 de la sourate 21, Iqra li. Et revenons à l'actualité nationale. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi 6 décembre la 21e séance du Conseil des ministres où une importante décision a été prise concernant la réorganisation du temps de travail au sein des services administratifs de l'État. Il a été décidé qu'à compter du 2 janvier 2017, les agents de l'État travailleront 8 heures de 8 heures du matin à 17 heures de l'après-midi en continu, 5 jours sur 7 de dimanche à jeudi. Vendredi et samedi étant jours de repos hebdomadaires. L'administration s'alignera ainsi sur le mode de travail de la communauté internationale. Mondialisation oblige. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur le budget de l'État pour l'année prochaine, pour l'exercice 2017. Écoutons donc à cet effet, pour plus de précision, le porte-parole du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 21e séance du Conseil des ministres en ce mardi 6 décembre 2016. Le Conseil des ministres a commencé à débattre sur la réorganisation du temps de travail. La journée continue de 8h à 17h sera instaurée à partir du 2 janvier 2017, du dimanche à jeudi. Cette mesure permettra de s'aligner sur le mode de travail de la communauté internationale. Pour une meilleure efficacité et efficience du service public, le Conseil s'est également attardé sur un débriefing de 3 jours de retraite du gouvernement avec des experts internationaux afin d'approfondir la réflexion sur la qualité de la gouvernance et les réformes ainsi que les actions de correction à entreprendre face aux enjeux du présent et aux défis de l'avenir pour notre pays. Le Conseil a par la suite abordé les questions à l'ordre du jour qui, pour cette séance, ne comportaient qu'un seul point. Il s'agit du projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2017. Le ministre du Budget a présenté le projet de loi en expliquant au Conseil que le contexte économique mondial
est marquée par une lente reprise. La croissance mondiale reste modeste et devrait s'établir aux alentours de 3% en 2017. Cette même année sera marquée par une stabilisation de l'inflation globale et une activité mondiale qui certainement générera, d'après les estimations, à une augmentation du PIB mondial ou de la croissance mondiale de 0,3% en plus des 3% réalisés en 2016. Nouvelle annoncée au cours de cette séance, selon les chiffres fournis par le ministre de l'économie et des finances, Djibouti a enregistré un taux de croissance de 6,5% au cours de cette année 2016 qui s'achève. Le taux de croissance pour 2017 pourrait être encore plus conséquent et avoisiner les 7%. Les explications et les raisons de ce contexte positif ont été longuement explicitées et discutées. Réécoutons le ministre. Contexte national. En 2017, la croissance économique en termes de PIB annuel réel est estimée à 7%, contre 6,5% en 2016. Cette embellie économique provient essentiellement de l'impact des investissements directs étrangers en cours d'exécution sur le territoire national et qui représentent des vecteurs de croissance et d'emploi, tels que la ligne des chemins de fer électrifiés, les infrastructures portuaires nouvelles et les infrastructures hydroélectriques. L'objectif ultime de notre pays étant la lutte contre le chômage et la pauvreté. Le gouvernement s'est donc attelé à la conception d'une stratégie inclusive assurant un développement harmonieux et un bien-être social pour notre population. En matière de réforme de la finance publique et suite aux assises de la fiscalité tenues en juin 2015, le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la fiscalité, se propose de mettre en place des mesures adéquates. Dans le secteur de l'énergie, le lancement d'un méga projet gazier d'une enveloppe de 4 milliards de dollars américains sera exécuté par la société chinoise PolyJSL. Le secteur de l'eau sera également boosté par l'opérationnalisation du projet d'adduction d'eau de la zone de Hadagala en Éthiopie jusqu'à notre capitale Djibouti. Par ailleurs, le secteur du logement, l'une des grandes priorités pour notre gouvernement pour les années à venir, verra la construction de 30 000 logements à caractère social. Ce programme donnera naissance à la cité Ibrahim Salam d'ici 7 ans et qui s'étendra sur 14 000 hectares. Les prévisions budgétaires pour l'année 2017 sont établies en recettes et en dépenses à 120 milliards 825 millions de francs Djibouti. En fin de séance, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a fait rapport au Conseil sur sa visite de travail en Arabie Saoudite du 27 novembre au 1er décembre 2016. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation au Salon des jeunes entrepreneurs de l'océan Indien et d'Haïti du 21 au 27 novembre 2016 tenu à Madagascar. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin une visite de courtoisie d'une délégation militaire américaine. Cette délégation a été conduite par le général Benjamin Adams, commandant de la garde nationale de l'État de Kentucky. La rencontre entre le président de l'Assemblée et son hôte, le général Adams, ont porté sur les relations d'amitié et de coopération existantes entre les États-Unis et la République de Djibouti, notamment dans le domaine militaire et leur consolidation. Ont assisté à la rencontre, la première du genre, la conseillère de l'ambassade des États-Unis, Mme Christina Higgin, attachée de défense, le capitaine John Tully, l'officier de liaison, le major Christopher Hettinger. Notons également la présence côté djiboutien du colonel Ali Aden, ainsi que du directeur du cabinet du président du Parlement, Mahdi Waberi. Quant au chef d'état-major général des armées, le
général Zakaria Cher Ibrahim, il est en mission en Chine. Le renforcement de la coopération entre les forces armées djiboutiennes et l'armée populaire de Chine ont été au menu de la rencontre hier à Beijing entre le général de division Zakaria Cher Ibrahim et le général de l'armée Fan Chalang, vice-président de la commission militaire centrale de la République populaire de Chine. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur le renforcement de la coopération entre les forces armées des deux pays, a rapporté l'agence djiboutienne de l'information, l'ADI. Le général Phalang Chalang a tenu à remercier la République de Djibouti pour l'octroi de faciliter une infrastructure ou une base militaire à son pays. Il a ainsi indiqué que l'armée chinoise est disposée à renforcer le dialogue et la coordination avec les forces armées djiboutiennes, les FAD. Le haut responsable chinois a également mis l'accent sur la convergence de vie entre les autorités djiboutiennes et les deux pays dans le maintien de la paix internationale, la formation du personnel, les soins médicaux et de la santé et l'entretien des équipements. Le général Zakaria Cher Ibrahim a exprimé quant à lui la volonté de Djibouti de poursuivre ses efforts avec la Chine pour renforcer cette coopération et la rendre plus efficace et plus dynamique au bénéfice des deux armées. Cette rencontre entre les deux hommes traduit le haut niveau de relations qu'entretiennent les deux pays, d'autant que le général de l'armée chinoise Fang Chalang était à Djibouti fin novembre au cours de cette visite qui a duré 2 jours du 24 au 25 novembre dernier. Un important accord de coopération militaire avait été signé. La Chine avait ainsi consenti à la République de Djibouti une assistance militaire estimée à 500 millions de yuan destinée à moderniser les équipements et matériels militaires des forces armées djiboutiennes, ainsi qu'un autre don de 150 millions de yuan en matériel militaire pour les FAD. Le vice-président de la commission militaire centrale de la République populaire de Chine avait été reçu par le chef de l'État. Poursuivant toujours aux nouvelles nationales, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, a présidé ce matin dans la cour d'honneur de l'académie de police Idriss Farah Abane une cérémonie de remise de diplôme aux membres d'une unité de la police somalienne formée sur place. Cette formation a duré 3 mois et a permis à fin formation en vue de participation du directeur, outre du directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, celle du commandant de la police somalienne, le général Bachir Abdi Mohamed. Puis le conseiller Giuseppe Coppola, le général italien Vincenzo Coppola, l'ambassadeur des États-Unis comme Kelly, ainsi que de hauts gradés de la police nationale et officiers italiens chargés de la formation tout au long de cette formation. Les participants ont bénéficié d'un encadrement de haut niveau dispensé par les carabinieri italiens. Objectif de cette formation est de permettre aux participants de disposer des connaissances nécessaires dans divers domaines, dans le code de conduite et de procédure judiciaire de base, la communication, la surveillance du territoire, la gestion de l'ordre public et la formation tactique des combats des forces spéciales.
Premièrement, de renforcer les capacités des forces de police somaliennes. Et ces efforts amenés par l'Italie s'inscrivent dans le plus grand cadre des efforts conduits par notre pays pour appuyer la paix et la sécurité en Somalie. Donc naturellement, ça c'est le premier objectif et nous espérons que, nous sommes sûrs que la formation des forces somaliennes et de la police somalienne qui a eu lieu pendant les derniers mois ici à Djibouti sera importante et sera utilisée pour bâtir la Somalie d'aujourd'hui et de demain. Nous marquons une courte pause pour l'appel de la prière à l'Asr. Nous revenons tout de suite après pour l'allocution du chef de la police nationale, Abdellah Abdi. Merci de nous rejoindre de nouveau. Le chef de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi, s'est félicité des résultats obtenus à l'issue de cette formation et de la synergie d'action entre Djiboutiens italiens et unités de police somalienne. Nous l'écoutons. C'est toujours en pareille occasion. Nous appréhendons cette cérémonie avec plaisir. Plaisir de vous voir prêt à partir pour rentrer auprès de famille et au pays, mais également avec émotion de vous voir nous quitter après 3 mois de séjour avec nous, émotion en se posant la question, est-ce que, en retournant chez vous, vous aurez la chance de continuer à exercer votre métier, à rester en vie, sachant pertinemment que la situation est toujours périlleuse. Cette période que vous avez resté avec nous, en collaboration avec le formateur italien, et notamment des carabiniers, que d'ailleurs je remercie énormément pour leur contribution, aussi bien pour vous que pour nous. Nous avons essayé, durant cette période, non seulement de vous apprendre les outils du métier, de vous rendre professionnel, mais également de vous montrer comment un policier normal, une policière normale, vivant dans un pays, au sein de sa communauté, doit assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses tâches pour garantir la sécurité de ses concitoyens et de leurs biens. Et qu'en rentrant chez vous, vous allez vous appuyer sur ce que vous avez appris ici, mais également sur ce que vous avez vu, vécu parmi nous. Cette promotion, et quand je dis ça, c'est l'avis de vos formateurs, de vos encadreurs, des gens avec qui vous avez vécu de manière permanente durant cette période, était la promotion la plus sage, la plus disciplinée. Et j'espère que les promotions qui vont vous suivre seront également de cette valeur. Bon courage et je vous souhaite bon retour. Et en marge de la cérémonie de clôture de formation, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, le vice-commandant de la police somalienne, le général Bachir Abdi Mohamed, le vice-chef de la mission de l'ambassade d'Italie en Éthiopie, le conseiller Giuseppe Coppola, le général italien Vassino Coppola ont eu un entretien dans la salle de réunion de l'Académie de Nagad. Au cours de cet entretien, plusieurs points importants ont été soulevés pour soutenir la police nationale de Djibouti et la police somalienne. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et qui se poursuivent depuis une quinzaine de jours au camp Markazi d'Obok, a abrité donc une rencontre d'information et de sensibilisation sur cette question. Cette rencontre a été initiée hier par les responsables de l'UNFD et a vu la participation de femmes réfugiées yéménites. Toutes les questions en matière de violences sexuelles et sexistes basées sur le genre ont été soulevées. Les responsables de l'UNFD, Madame Moumina Aden et Fatouma Youssouf Almi, se sont beaucoup investis. Donc,
Faisons à présent un tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour commencer, Moscou et Pékin s'opposent à une trêve humanitaire à Alep. Lors d'un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, la Russie, mais aussi la Chine et le Venezuela ont voté contre un projet de cessez-le-feu de 7 jours pour venir en aide aux civils de cette ville martyre de Syrie. La résolution rejetée à l'ONU prévoyait de laisser entrer les secours destinés aux dizaines de milliers d'habitants de la partie rebelle d'Alep qui sont assiégés. Une trêve temporaire visait à préparer une cessation des hostilités dans l'ensemble de la Syrie, mais n'excluait nullement les opérations militaires contre le groupe terroriste tel que l'État islamique, le Front al-Nusra rebaptisé Front Fath al-Sham. En France, Manuel Valls annonce sa candidature à la présidentielle et démissionne de son poste de Premier ministre 4 jours après le renoncement de François Hollande à briguer un second mandat à l'Élysée. Le Premier ministre s'élance dans la course, une course qui débute par la primaire de la gauche avec 8 candidats. Sur la ligne de départ, l'ex-ministre de l'économie Armand Montebourg, le député des Yvelines, ancien membre du gouvernement, lui aussi, la sénatrice de Paris-Marie-Noël, Lienman, le général Filoche, Jean-Luc Benhamé, François de Rugy et l'économiste Pierre Larentourou. Celui qui fut le directeur de la campagne de Hollande en 2012 avant d'être son ministre de l'Intérieur, puis son Premier ministre, a souhaité rendre hommage au président de la République, réaffirmant sa loyauté et sa fierté d'avoir travaillé avec lui. François Hollande n'a pas désigné de dauphin. Et pour finir, réchauffement des relations entre la Turquie et Israël après 6 années de crise. Le premier ambassadeur d'Israël en Turquie depuis 2010 a présenté lundi ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan, selon ainsi la normalisation des relations entre les deux pays après plusieurs années de crise. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. Le Focus avec Hussein Aoulet.